excusez cette interruption, je reprends rapidement. Donc voilà, je vous expliquais le rôle du pôle science et son apport potentiel. Nous savons qu'aujourd'hui, ce qui va faire l'avancée de notre société au niveau national, mais au niveau de notre civilisation plus généralement, c'est effectivement la révolution écologique et la révolution technologique. Et aujourd'hui, nous avons déjà des prémices de ce mouvement-là. Et il vaut mieux qu'on soit acteur du changement que justement de simplement le subir. Ensuite, donc, un pôle sociopolitique, c'est le pôle historique de l'association. Donc celui-là qui défend clairement la dimension politique de notre association, même si nous ne sommes pas partisans. Et donc qui est là pour traiter d'actualité et de sujets sociétaux. Donc ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, en l'occurrence, c'est un événement, un débat organisé par le pôle sociopolitique. Donc nous verrons et au fur et à mesure que nous traiterons beaucoup de points sociétaux. Ensuite, il y a le pôle finance-économie. En particulier en France, nous avons une bonne diaspora, beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine de la finance et qui pour la plupart ne se voient pas rentrer au Maroc simplement parce qu'il n'y a pas forcément les postes qu'il faut, les opportunités et qu'il semble plus intéressant de rester en France ou en tout cas à l'étranger qu'au Maroc. Alors ce pôle est là pour expliquer aussi à cette jeunesse qu'il y a un potentiel et un devenir au Maroc sur le plan financier, notamment avec le projet de Casa Finance City, mais pas que. Et plus généralement aussi pour discuter des aspects économiques de notre pays dans cette mondialisation qui est continue et qui est grandissante. Nous avons aussi le pôle culture et tradition. Donc ça c'est un pôle plus pour mettre l'accent sur notre culture, qui est très pluriel et qui est très riche. Et donc l'objet c'est vraiment de créer ou de renforcer ce lien ici en France, tel qu'il existe au Maroc, et pourquoi pas aussi d'organiser des activités culturelles ici à Paris ou ailleurs en France pour mettre en avant aussi nos traditions et en débattre. Enfin, un pôle humanitaire. Donc, le pôle humanitaire, c'est le nouveau-né et qui a pour objectif d'être concret, de venir en aide de façon concrète à des populations au Maroc. Donc, ça peut prendre différentes formes. Nous avons un programme assez riche, encore une fois, pour ce pôle. Pour rappel, chaque pôle a son propre programme prévisionnel. Et vous aurez accès à ce programme-là, bien sûr, sur l'espace membre du site web, une fois que vous aurez adhéré. Et bien sûr, vous serez toujours les bienvenus pour assister à nos différents événements. Moi, ce que je propose pour enclencher rapidement le débat, c'est de faire un petit tour de table, qu'on puisse rapidement faire peut-être plus connaissance les uns avec les autres et briser la glace. Proposer après ta Très bien. tour de table, est-ce qu'on commence par là? Vraiment brièvement, qui êtes-vous, que vous voulez, quelle est la responsabilité, etc. Vous êtes intéressé. Commence alors. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Tarbella. Apparemment, je suis l'unique pas marocain dans le coin. Mais Je suis bien. C'est pour les amis du Maroc, c'est pour les mêmes. Et donc, je suis en deuxième année de licence à Créteil, en relations internationales. Et autrement. C'est ça. Moi, c'est Raoula Boukhassel. Je suis la même chose que lui, donc je vais pas me charger. Sinon, je suis de thèse avocat et voilà, ça fait 2 ans que je suis sur Paris et voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. T'es étudiante? Pareil. D'accord, le même. Cursus, ouais. Salam alaikum, bonjour à tous, je m'appelle Shaima, je viens de Metz. Je suis venue à votre événement juste par curiosité parce que j'étais sur Paris ce week-end pour un autre événement. Et sinon, j'ai fait des études dans le marketing et la communication et actuellement je travaille dans la grande industrie. J'espère changer bientôt. Bonne chance. Merci. Deux ans. C'est moi, 28 ans, de Calamantin. Je suis à Paris depuis une dizaine d'années, j'ai démarré dans le conseil et là je travaille dans une start-up dans le digital. Moi c'est ça, je travaille en informatique et je vais découvrir
Et le bienvenu parmi nous, Yassine. Moi je travaille dans la finance. Je suis originaire de Rabat et ça fait une quinzaine d'années que je suis en France. Et donc, je suis parmi ceux qui ont débuté l'aventure en 2013 au sein de cette association et je suis le plus très heureux. Bonjour, Amine de Meknes. Ça fait 2 ans que je suis en France et je travaille dans le monde de la géométrie. Je travaille dans le domaine de la gestion de projet et je suis secrétaire générale de l'ONG. Alors moi c'est Jawad Chenifi, je suis originaire de la République d'Arabie. Et pour le moment je travaille pour Airbus en ski tennis. Salam alaikum, Khaldoun Etman, président de l'Association marocaine de l'ingénierie médicale, ingénieur biomédical ici en France. Et je suis présent aussi aujourd'hui en membre du CERN. Bonjour à tous, je suis Hamza, originaire de Jeddah. Je suis étudiant ingénieur à l'Institut d'école d'ingénieur de santé. C'est ma première année en France. Bonjour à tous, Javel, je suis originaire de Nadia. Pour ma part, j'ai intégré le cercle depuis septembre dernier. Et pour la partie professionnelle, je suis chargé d'affaires dans une société anglaise. Bonjour, moi c'est Zineb El Mansouri, doctorante en sciences de l'éducation. Inch'Allah, c'est ma dernière année. Bon courage. Voilà. Et c'est une d'origine de Salé. Amine Belazakour, ça fait 11 ans que je suis en France et je suis dans le monde de France. Bonjour, je suis Emma, 26 ans, je suis étudiante en architecture et je suis dans le monde de Salam alaikum, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en chimie à l'UNACO et je suis originaire de Casablanca. Farah Kinkiran, je suis consultante en système d'information et je suis venue ici juste pour découvrir un concert. Bonjour, Fatamza, je suis consultante chez Accenture et je viens de Metz, originaire de Metz, ça fait 8 ans que je suis en France. Bonjour, Arsène Diane Mobrach. Je suis consultant en gestion de projet et amélioration continue à la SSR. Bonjour, Zakaria Moudi, ingénieur en transport ferroviaire et bientôt étudiant en Sciences Po Paris. Donc, Tabia Mehdi, je suis de Marrakech, je suis RQR. Pour réponse. Vous en Étudiant en France. Bonjour, Farouk Bounou, responsable du pôle sciences et développement, CJDMF, ingénieur de formation de Centre Paris BFM en Suisse et entrepreneur qui ma start-up il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, Bonjour, Marianne Jay, donc les deux femmes marocains, de Lorient, acheteuse à la Société Générale et en dernière année d'école de commerce. Est-ce qu'on a fait le tour? On en avait eu, donc explique-moi. Amine Bounassari, 23 ans, je suis membre du CJDMF, plus précisément du pôle sociopolitique. Je fais également partie du bureau exécutif du CERF. Côté personnel, je suis ingénieur de formation. Actuellement, je fais un master en administration des entreprises et je travaille pareil dans les télécoms. Voilà. Alors, je propose qu'on démarre très vite notre débat. Beaucoup de compétences de moi aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir tous réunis aujourd'hui autour d'un sujet qui me tient personnellement à cœur et à mon avis qui est important pour tous les Marocains et Marocaines, et pas que. Alors, notre premier sujet, c'est le regard que portent
l'environnement marocain envers la femme marocaine. Alors la question c'est quel est le regard que porte la société marocaine envers la femme marocaine. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous parler d'une étude qui a été faite par le HCP. C'est une enquête, c'est un sondage dans le cadre d'un programme du HCP qui s'appelle Maroc Prospective 2030, dans lequel il se projette pour un Maroc meilleur, et puis pour voir ce qu'il en sera d'ici une trentaine d'années. Et dans lequel il ressort qu'il existe et qu'il subsiste encore un certain nombre de préjugés, notamment en ce qui concerne l'égalité, le marché du travail, l'égalité par rapport au droit de succession, et j'en passe. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur le regard que porte la femme marocaine, la société envers la femme marocaine? Est-ce que vous avez vécu des situations peut-être gênantes, peut-être qui vous pousseraient à intervenir aujourd'hui et puis exprimer votre admiration? Peut-être une femme marocaine. Merci. Alors, oui, une première remarque sur le fond. La société marocaine, quel regard porte la société marocaine sur la femme? Il faut savoir, il faut aussi redéfinir ou définir la société marocaine. Donc, nous sommes une population riche de cultures imprégnées notamment aussi par l'islam, qui est une composante fondamentale de notre pays. Et c'est vrai que cette dimension elle est porteuse de valeur. Et là, finalement, au risque d'aller sur un autre débat qui est celui de l'interprétation de notre religion, il est vrai que moi, personnellement, j'ai remarqué, parfois même dans un entourage proche, effectivement un comportement qui relève peut-être du machisme ou qui parfois est justifié aussi par quelques préceptes justement religieux pour dire que la femme, sa place c'est à la maison et que sa place effectivement est pour gérer le foyer et les enfants principalement. Rapidement, pour juste appuyer ce que tu viens de dire, sur l'étude du Haut Commissariat au Plan, sur la question de l'accès égalitaire des femmes au même niveau d'instruction que les hommes, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une femme instruite, par exemple, échapperait à l'autorité. Ça existe encore au Maroc. Il y a des gens qui pensent qu'une femme instruite prendrait moins bien soin de sa famille. Et il y a des gens qui pensent que c'est contraire à nos traditions. Donc c'est vraiment des faits, ce sont des chiffres, c'est un sondage, c'est des faits. Il y a encore des gens qui pensent que c'est ça. Moi je pense que tout le monde autour de la table a dû vivre une situation justement qui fait écho à ce type de préjugés. Et malgré une évolution qu'on peut sentir, peut-être même avec des chiffres, avec une évolution, il reste vrai que le phénomène est là et que les mentalités n'ont pas encore vraiment considérablement évolué. Sur cet aspect particulier, je rappelle l'importance et le rôle aussi des institutions publiques par rapport à la problématique. En premier lieu, celles qui doivent donner l'exemple. Et à titre d'exemple, je prendrai le gouvernement qu'on a actuellement, sans faire polémique par rapport à quelconque parti. Donc un gouvernement qui aujourd'hui effectivement prône cette vision-là, cette vision de la femme lustre, de la femme justement à valoriser, mais à valoriser au point de la protéger et de la mettre dans un carcan peut-être de cristal, mais finalement voilà, limiter les libertés individuelles. Et donc la société civile, on a pu le remarquer aussi, s'est mobilisée face à ce genre de comportement du gouvernement l'année dernière. Et malheureusement, c'est quelque chose qui existe et qui est renforcé par un amalgame, par aussi des propagandes, encore une fois, qui font le mélange des genres. Voilà. Donc ça, c'est ma petite remarque sur le fond, sur la manipulation aussi qui peut avoir lieu au sein de notre société et le rôle de la jeunesse pour faire évoluer tout ça. Je pense que justement, c'est nous, autour de la table et au-delà, c'est les nouvelles générations qui seront plus à même dans leur prochain rôle, dans les différentes institutions, entreprises, ONG ou gouvernement ou ailleurs,
justement de véhiculer ces valeurs-là et de les mettre en pratique. J'aimerais pas monopoliser le débat. C'est ce que je voulais dire. On est aujourd'hui là, c'est pas pour faire des monologues ou pour vous présenter quelque chose, on est là pour échanger, faire émerger des idées, des choses. Donc n'hésitez pas à intervenir. C'est le cercle des jeunes démocrates, donc c'est un débat démocratique, des démocraties, du échange d'avis, respect de la vie de l'autre. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, faites un signe. Je voudrais juste rappeler un dernier chiffre sur le sujet, sur la liberté vestimentaire, par exemple. 77% des gens qui ont descendu pensent qu'il ne faudrait pas accorder la liberté vestimentaire aux femmes. En gros, je trouve ça scandaleux, qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, tout d'abord, il faudra définir dans une société qu'il y a deux sortes, ou trois sortes, ou même plusieurs. Typologie de culture, parce qu'on est tous différents, on est tous marocains, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs, ni la même éducation. Donc tout d'abord, on peut dire que la femme marocaine est perçue différemment dans différents milieux. Donc si on commence par dire le milieu rural, par exemple, où on voit que la femme, elle est plus une femme au foyer, plus une femme qui est enfermée, battue peut-être ou pas, et plus dans les villes où Rabat, Casa ou autres, on trouve plusieurs catégories où on trouve des femmes cultivées, femmes entrepreneurs, je sais pas, créatrices de société, autres, alors qu'on peut en même temps, dans une grande famille, trouver des gens qui frustrent les femmes, les obligent à faire des choses qu'elles ne veulent pas ou autres. Donc je crois que vous êtes tous passés par une situation, vous connaissez des gens comme ça. Donc tout d'abord, il faudrait plus définir ça avant de commencer, je crois, de dire que la femme est telle et telle. Et après, parler de chaque femme dans chaque catégorie. Effectivement, pour analyser, tu as raison, moi je pense qu'on a besoin aussi de segmenter, de connaître les différentes catégories, sous-catégories. Il est vrai que dans le monde rural, il y a une vraie disparité entre le monde rural et le monde urbain, mais avec malheureusement ce point commun que le phénomène existe dans les deux camps. Le phénomène de la restriction de ces libertés-là. J'aimerais juste un petit sondage rapide entre nous. Est-ce que tout le monde qui est autour de la table était témoin d'une scène justement de cet ordre-là, que ce soit ici ou au Maroc? Enfin, oui, moi j'en ai vu. On a tous vécu ça sans lever la main. On a tous vécu au Maroc et la femme hérite la moitié que l'homme. Ça, c'est un sujet qui viendra après. Non, sans lever la main, on a tous vécu cette situation. Nos mamans, nos soeurs, ainsi de suite. Donc toutes les femmes marocaines ont hérité la moitié d'un héritage. Donc sans lever la main, sans demander à ce soit, tout le monde a vécu ça. Là on parle du regard que porte la société envers la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, être une femme, est-ce que une femme est moins considérée qu'un homme de manière générale? Est-ce qu'une femme marocaine est moins respectée? Est-ce qu'il y a encore des préjugés qui subsistent? La réponse est oui. Mais on trouve ça de partout, pas forcément seulement au Maroc. Oui, effectivement. Donc c'est au cas par cas. Tu as complètement raison. Moi j'ai commencé par préciser qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'exemples. On peut citer un titre d'exemple, madame la présidente de la CGM, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, il y a d'autres exemples, il y a des ingénieurs, des docteurs, et preuve-en-est aujourd'hui, vous êtes tous autour de la table, ici, docteurs, ingénieurs, etc. Il y a beaucoup d'avancées, et puis il y a beaucoup de femmes qui dirigent des entreprises, qui sont chefs de partis politiques. On a l'exemple de Nabila Mounib, qui est chef du parti du Front de Gauche et qui est 3e dans les sondages qui ont paru récemment. Donc on peut avoir une chef de gouvernement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au Maroc, à mon avis, c'est une grosse avancée. Même en France, on n'a pas encore eu une femme chef de gouvernement. Donc c'est sûr que les choses avancent. Est-ce qu'elles avancent
au rythme qu'il faut. Ça, c'est une question aussi à se poser dans le cadre de cette thématique. Je peux donner la parole aux nouveaux arrivants, qui puissent se présenter peut-être et nous donner leur avis. Rana Elmanouz, ça fait à peu près 6 ans que je suis en France. Et je travaille dans le secteur bancaire et le conseil de sécurité. Voilà, j'ai vu l'événement toutes les deux. Ça pourrait être intéressant. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je m'appelle Caroline, je travaille également dans le secteur bancaire. On est là essentiellement en fait juste pour. C'est toujours intéressant de savoir le point de vue des autres, notamment la gente masculine, de savoir ce qu'ils pensent de la femme actuelle. Et je pense en fait que la question, selon moi, la plus importante, je pense qu'ici en France, on ne voit pas autant de disparités, mais sur le terrain marocain, je pense qu'il y a une autre vision. C'est surtout la question à établir. Ce qu'on a dit, on a dit que voilà, la femme elle est limite un petit peu par rapport à ses libertés. Mais ce qu'a dit la jeune fille, elle a dit que vous avez dit que voilà, c'est pas que qu'au Maroc, c'est partout. Par exemple, ici en France, ils ont ici des discriminations en termes de salaire, c'est des choses encore plus sérieuses. Mais le problème qu'il y a au Maroc, c'est qu'il y a des femmes qui sont convaincues par cette inégalité. Il y a des femmes qui sont convaincues que leur place est dans le foyer. Ça, c'est le grand enjeu. S'ils n'étaient pas convaincus que leur place est dans le foyer, s'ils avaient un autre objectif, si l'accomplissement de leur vie n'était pas qu'un mariage, fonder une famille, avoir des enfants, et c'est fini, là, on pourra avoir des Nabila Mounib, on pourra avoir des oui. Et du coup, on pourra avoir des dames qui peuvent sortir de la normale, de l'idée qu'on a de la société marocaine. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il faut convaincre ces dames-là que le regard, on s'en fiche du regard de la société. Il faut qu'elles soient convaincues qu'elle a un autre objectif dans la vie, qu'elle peut faire autre chose. Elle ne va pas que suivre les autres personnes. Je pense que c'est ça le grand enjeu. Les discriminations, ils sont partout dans le monde. Dans le Maroc, le grand problème, c'est qu'ils sont convaincus. Moi, j'ai vécu des situations dans lesquelles on m'a dit, des amis à moi qui sont proches, qui ont un certain niveau quand même de scolarité, un certain niveau aussi intellectuel, mais à un certain moment, lorsqu'on a fini nos études, déjà il y a toute la société qui commence un petit peu à vous parler un petit peu du sujet du mariage. Alors maintenant, déjà notamment lorsqu'on est ici en France et on rentre pas, je sais pas, 2 ou 3 fois, je sais pas à quelle fréquence pour rentrer au Maroc, mais si on rentre par exemple que 2 fois au Maroc, la première question que te pose ta grand-mère, c'est alors il y a quelqu'un, alors quand est-ce qu'on va des choses comme ça. Je dis pas que ça c'est pas bien, c'est bien pour eux, c'est leur bonheur. Mais le problème c'est qu'il faut que la question que me demande ma grand-mère dans la 3e autre génération, ça sera qu'est-ce que tu as fait? As-tu réussi, je sais pas, ton diplôme? As-tu trouvé un boulot? Et tu quand on ton boulot, qu'est-ce que tu as produit pour la société? C'est ça la question que je voudrais que ma grand-mère me pose. Et non pas est-ce que tu as trouvé un homme ou pas dans Alors moi je pense que c'est une intervention. Merci pour ta intervention. Je pense que c'est très très pertinent parce que ça rejoint aussi l'étude dont je parle sur les gens qui ont répondu que la place des femmes est au foyer. C'est étonnant, hein, mais 81% des gens qui ont répondu ça, ce sont des femmes. En fait, c'est les femmes qui pensent que leur place est au foyer. Elle a été menée où cette étude? Elle a été menée où l'étude? Au Maroc. Je peux t'envoyer. Par qui? C'est ça la question. Par le commissariat au plan. C'est une institution publique neutre. Tu peux intervenir? Pour répondre à la demoiselle au bout, à mon avis, le problème, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que dès qu'on est né, on nous inculque c'est une tradition, c'est pas une science infuse, mais généralement, c'est transmis par la 3e génération et malheureusement, on ne peut pas changer. Tu ne vas pas aller éduquer ta grand-mère et lui dire non, c'est comme ça, ça a été. Non, voilà, c'était juste un exemple pour dire. Donc, on ne peut pas changer les gens d'un premier lieu. Mais ce qu'on peut faire, c'est que dans notre société, on peut améliorer les choses à travers l'éducation. Chose que malheureusement le Maroc est loin d'être. Il n'est pas exemplaire. Voilà, on va dire, sans parler de son classement international au niveau du classement des pays. En gros, bref. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour dire,
tant qu'on vit dans une société où on est plus jugé par nos traditions, éduqué par nos parents qui ont une certaine manière de penser qui n'est pas la nôtre, et surtout que nous, on est une génération très influencée par l'Occident, et surtout qu'on prend que de mauvais côtés ou ce qu'on veut de l'Occident. On prend jamais les bonnes choses, on prend que ce qui nous arrange. Donc ça, c'est un autre débat. Donc dans un sens, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais malheureusement, tant qu'on vit dans une société où les traditions ne sont pas, n'évoluent pas, on peut pas résoudre ce problème. On sera toujours confronté à la femme, oui, tu dois te marier, ah non, voilà, 30 ans c'est bon, c'est mort, tu peux plus te marier, ou je sais pas quoi. Personnellement, moi je trouve ça choquant, mais après c'est juste des manières de penser. Donc quand on pense ainsi, la société ne va pas avancer. J'aimerais rebondir justement sur ta pensée et ce que j'ai entendu aussi de l'autre côté, sur une analyse spatio-temporelle. Par rapport à l'espace, oui, ça existe en France aussi, ça existe partout, quasiment dans le monde. Si nous parlons du Maroc, c'est effectivement parce que c'est notre domaine d'études et c'est parce que nous avons peut-être aussi plus de connaissances de l'environnement marocain, voire ici autour de la table de l'environnement français. Et par rapport au temps, c'est vrai que c'est une question de génération. Il y a la dimension tradition. Et c'est là où je pense que nous, en tant que génération, avons notre rôle pour cette transition générationnelle. Parce qu'une tradition n'est pas forcément bonne, n'est pas forcément mauvaise. Et elle est surtout bonne par rapport au contexte, mauvaise par rapport au contexte. Et aujourd'hui, je pense que l'émancipation de la femme dans un monde mondialisé n'est plus une option, c'est une obligation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré de façon très naturelle et très évidente auprès de tout le monde. Et je pense que par contre, les nouvelles générations, elles seront plus sensibilisées à ça. Effectivement, si le débat continue et s'il y a toujours plus de sensibilisation, notamment par les institutions publiques. Alors, celles qui sont neutres le sont à travers des études statistiques et celles qui le sont moins, et là on parle vraiment de position politique, donc en l'occurrence de partis, aussi ont leur responsabilité sur le sujet et d'ailleurs une responsabilité partagée avec les citoyens qui eux-mêmes exercent cette vision qu'ils ont. Les femmes, lorsqu'on parle justement du mariage juste après, par exemple juste après les études, ben, c'est justifié parce que par ceux qui émettent l'idée, parce que c'est pour une stabilité du foyer, pour perpétuer le modèle familial et ne pas perdre les traditions. Donc il y a toujours un raisonnement derrière. On peut se tenir, on peut être d'accord, on peut être contre. Et c'est là où on peut aussi débattre. Peser peut-être le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on perd mais qu'est-ce qu'on gagne à changer de modèle ou à permettre tout simplement, si le terme est peut-être un peu déplacé, mais si la femme prenait vraiment sa place au sein de la société, et je pense que les retombées seraient encore plus positives qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on remarque déjà qu'il y a des femmes, alors Amine, tu citais une femme qui est secrétaire de parti, nous avons un autre parti qui est le PAM dont la jeunesse est présidée par une femme, mais ça reste très rare, ça reste des épiphénomènes. Et surtout, nous le voyons, c'est plus pour l'image, on a l'impression que c'est pour motiver les gens, pour motiver les jeunes, pour motiver les femmes, mais d'un point de vue politique public, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je pense qu'au niveau de la forme, il y a des choses qui sont faites, mais au niveau de la forme, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Merci, on a bien compris. En fait, je suis d'accord avec, je sais pas comment tu t'appelles, par rapport au fait que c'est une question d'accomplissement personnel. Comme si avoir un mari, avoir sa petite famille, c'était le but ultime. Comme si c'était la société qui nous l'imposait. Mais je ne suis pas d'accord par rapport au fait qu'il n'y a pas une émancipation de la femme qui s'enclenche. Parce qu'on voit, comme vous l'avez cité, qu'il y a des femmes ministres, oui, il y a des femmes ambassadeurs, il y a des femmes qui sont responsables d'entreprises. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est bouché. Je pense que c'est quelque chose qui s'enclenche lentement, comme ça s'est enclenché lentement en France et dans les autres pays. Oui. Je pourrais peut-être m'égarer un petit peu quand je dis ça, mais je pense que pour un pays comme le Maroc, c'est plus difficile de s'extirper de ces traditions, parce que comparé aux autres pays, notamment comme la France par exemple,
la culture est d'une certaine manière beaucoup plus ancienne et se rapporte directement à d'autres cultures qui avaient des choses très similaires à ce qu'on a aujourd'hui, comme par exemple les Romains et les Grecs, ou par exemple la moitié du droit français est directement issue du droit romain. Alors que le Maroc, je pense, la plupart des traditions qui sont ancrées sont des traditions qui sont arrivées après l'époque de l'islam, du XXe siècle et des choses comme ça. Il y a vraiment une seule type de vision et toute l'histoire avant a été relativement effacée des livres d'histoire, etc. Et il n'y a pas de rapport autre que cette traduction plus ou moins unique. Donc je peux vous prouver quand je dis ça, mais je pense que c'est légèrement plus dur de sortir de cette vision traditionnelle qui a été la même pendant aussi longtemps. Oui. Merci. En fait, moi je remarque la question de la femme au Maroc, c'est relié à la question de l'islam. Cette infériorité que la femme marocaine a, plus ou moins, ou bien, ça vient de la religion de l'islam. Parce que dans l'islam, dans le texte, on trouve à chaque fois une différence entre l'homme et la femme. Et une différence, donc, et ça, on revient, bien sûr, la loi, on va dire la loi marocaine, ou bien la constitution marocaine, a inspiré beaucoup de lois d'après la religion. Donc si on trouve cette situation que la femme au Maroc subit plus ou moins cette infériorité, ça, plus ou moins, c'est une conséquence, on va dire, de la religion de l'islam. C'est quoi ces différences qu'on trouve dans l'islam? Juste pour rebondir, je pense que c'est là où tu te trompes parce qu'en fait, l'islam a libéré la femme parce qu'il y a une différence entre tradition arabe, ce qui est le pré-islam, qui sont la culture arabe, et l'islam. Alors, si on regarde l'histoire pré-arabe, c'est vrai que en Arabie, dans la péninsule arabique, la condition de la femme était moindre, était vraiment mal, elle n'avait pas le droit et tout. Et si on se réfère à l'histoire de l'islam et ce qui est écrit dans l'islam, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que si on regarde le prophète s'est marié avec une femme entrepreneuse. Et c'est elle qui a été voir, qui a dit moi je veux me marier avec toi. Je ne parle pas de cette question, je parle oui, de l'inégalité. Oui. L'héritage, c'est un exemple entre autres. L'inégalité, c'est l'héritage. Juste un petit exemple. Je viens juste ici, c'est juste là le problème. Donc, parce que le collègue aussi m'a demandé un exemple, donc voilà. Oui, mais j'y reviendrai. Donc, une fois, quand l'islam est arrivé, il est arrivé dans une civilisation arabe avec des traditions où la femme était persécutée et donc était inférieure, et il a essayé de mettre à égal. Et donc, il y a eu des textes, et d'ailleurs, rien dans les textes dit que les femmes ils sont moins considérées que les hommes. C'est vrai qu'il y a des dits du prophète qui ont été mal interprétés, parce que quand on entend on dit oui, ça veut dire ça, mais il y a une autre explication quand on dit donc ça veut dire c'est au niveau de la religion. C'est pas qu'elle est moindre au niveau de la religion, mais elle a des options pendant le Ramadan, etc. Le message est passé. Et donc c'est ça, et le Maroc doit s'émanciper, vraiment faire la part des choses entre les traditions arabes et la religion musulmane qui, bien au contraire, prend le droit de la femme et lui donne sa juste valeur. Donc, c'est peut-être on ne comprend pas bien le message. Non, mais à mon avis, le message est passé. Il y a quand même il y a une réelle question quand on parle de tradition et de modernité. Quand on parle de religion et de loi, il y a ces deux choses qui sont différentes, des fois qui
des fois ils se mixent, des fois il y a quelques intolérances, des fois c'est pas réellement cohérent par rapport à la société dans laquelle on vit. Le message est passé, il n'y a pas forcément de réponse, je voudrais juste donner la parole à Marie qui demandait juste à... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est, et je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ça, c'est que l'islam a libéré la femme. Maintenant, à partir du moment où on dit ça, ça veut dire qu'en gros, on accorde beaucoup, et selon moi, trop de place à l'islam dans la façon dont une femme doit se percevoir. Et pour moi, il faut vraiment que la femme arrive à se détacher de ça, parce que selon moi, ça n'a jamais été une religion qui fait tout et qui fait la façon dont une femme doit se percevoir. Et si on revient à la question de ce débat, la première question, c'est quel regard porte la société marocaine sur la femme. Pour moi, c'est un regard, c'est un jugement. C'est un jugement sur ce qui définit en premier une femme, c'est sa féminité. Vous avez donné beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi toujours dans leur carrière professionnelle, alors que pour moi, en fait, une femme peut très bien accomplir sa vie en élevant ses enfants. Donc ça, c'est génial, on peut entreprendre, on peut réussir sa vie, et souvent on est associé à un homme quand on fait ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, on est aussi femme quand on arrive à assumer sa féminité et à faire en sorte que l'homme l'accepte. Et pour moi, là, il y a un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, une femme n'assume pas son corps, n'assume pas sa féminité, n'assume pas sa sexualité. Et pour moi, ça, c'est une grosse barrière dans son épanouissement personnel. Alors, ce qui m'amène à poser la deuxième question de ce débat, est-ce que la femme marocaine est réellement émancipée? Est-ce que je te laisse intervenir sur une question? Alors, sur notre question, moi je voulais intervenir avant M. Lava, donc c'était pour parler de la même chose, de la relation de nos traditions avec la religion. Parce qu'on ne peut pas nier ce que tu viens de dire, que oui, l'islam a donné de la valeur à la femme, donne plus de liberté. C'est vrai qu'avant l'arrivée du prophète, on tuait les femmes, on tuait nos filles. Mais alors ça, je crois que ce qui est arrivé, c'était il y a 1400 années. Donc maintenant, on n'est plus il y a 1400 années, on n'est plus à l'époque du prophète. Il faut évoluer. Donc c'est vrai que l'islam a donné beaucoup de valeur aux femmes il y a 1400 années, mais maintenant les femmes cherchent beaucoup plus de choses, cherchent beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de liberté. Et malheureusement, l'islam ne va pas leur donner ce qu'ils cherchent actuellement. C'est juste on interprète par rapport aux cultures arabes. Il y a une différence entre culture arabe et l'islam. Ça n'a strictement rien à voir. C'est cette confusion qui nous amène à aujourd'hui, ici en France, à avoir des polémiques qui n'ont pas à être, et même en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on va dire que la condition en Arabie Saoudite correspond à ce qui est décrit dans l'islam? Pas du tout, c'est des traditions arabes, même pas musulmanes, d'un autre ère qui n'a jamais existé, qui a plus de 2000 ans. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a un rapport entre tradition et culture, tradition d'un côté et religion de l'autre? Est-ce que les traditions ne sont pas basées un peu sur la religion? Il n'y a aucun rapport, seulement nous, tout le monde essaie de mettre ce rapport qui n'existe pas. Parce qu'il y a l'histoire, il y a la culture arabe et il y a l'islam. Ce sont deux trucs totalement différents. Non, il y a une relation entre les berbères. Si on prend l'exemple des berbères au Maroc ou les amazirs, avant ils faisaient la danse ahidous, homme à côté de la femme. Aujourd'hui, avec la culture arabo-musulmane, c'est interdit, on voit ça pas bien. Les shikhats, tout ça au Maroc, on voyait pas bien ça. Avant, les gens ahidous, ahouaj, les gens berbères, ils dansaient ça, c'est leur culture. Et maintenant, c'est l'arabo-musulman. Les arabo-musulmans, c'est lié. Ça existe toujours, mais s'il vous plaît, juste rapidement, juste un petit rappel, si vous voulez prendre la parole, juste un petit coup de main, comme ça vous avez la parole. Deuxième chose, j'ai dit un débat démocratique, donc pas couper la parole, s'il vous plaît, respectez la vie de l'autre, parole avec c'est respecté. Voilà, rapidement. Maintenant, qui voulait ici? Ici? Rapidement, juste pour rebondir par rapport à la question, il y a du vrai dans tout ce que j'ai entendu. En réalité, c'est vrai qu'il y a une culture pré-islamique.
Ça, on le sait, mais même à travers les religions, on le sait. Et bon, c'est peut-être lié plus effectivement à la culture arabe. Encore une fois, lorsque tu parles de musulmans, tu mélanges deux choses. Et moi, je pense que l'islam, lorsqu'il est venu, il était venu aussi pour libérer la femme. Je rappelle qu'à l'époque, nulle part dans le monde, la femme n'avait réellement des droits. Et l'islam était venu pour dire non, il ne faut pas tuer les premières-nées. Les femmes ont aussi droit à l'héritage. Elles n'avaient pas du tout rien, donc elles ont acquis un droit aujourd'hui qu'on est en train de discuter en termes de proportion. Mais déjà, il existe. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi effectivement, il n'y a pas d'égalité face à ce droit-là. Et là, moi j'ai une interprétation personnelle. À l'époque, dans la société, la femme travaillait plus généralement au foyer, et c'était l'homme qui était garant de ramener au foyer ce qu'il fallait pour subvenir aux différents besoins. Et donc, peut-être que l'homme devait avoir besoin de davantage, entre guillemets, de capitaux pour davantage garantir ces revenus-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, la femme elle-même peut générer des revenus et peut, elle, être entre guillemets, l'homme de la maison. Là, tu réponds à ma question de est-ce que la femme marocaine est réellement émancipée? Toi, clairement, la réponse est oui. La femme marocaine. Bien sûr. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette question? Pas à 100%. Oui, quand on dit qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins, on parle des femmes qui ont fait des études, on parle des femmes qui sont instruites, et on ne parle pas des femmes qui peut-être représentent 60%, 70% de la population marocaine qui est au Maroc, et des femmes qui sont vraiment dans des situations un peu, comment dire, je dirais même lamentables, si j'ose dire ça. Et puis peut-être que le terme est fort, mais bon, mais c'est la réalité de pas mal de femmes. Quand je dis femme, mère célibataire, mariée, et maman aussi, et grand-mère et autres, bah, je dirais que oui, à un certain moment, peut-être que l'éducation fait qu'elles peuvent être émancipées et subvenir à leurs besoins, mais par contre, pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. D'accord. Allez, juste pour répondre à ta question par rapport à l'émancipation, je pense que c'est relatif, c'est propre à chacun. Il faut d'abord poser le débat, qu'est-ce qu'on entend par l'émancipation? Parce que l'émancipation pour moi, c'est complètement différent de ce que ça peut être pour toi ou pour d'autres personnes. Du coup, avant de répondre à la question, il faut d'abord. Qu'est-ce que l'émancipation? Il faut trouver un terrain d'entente par rapport à la terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par l'émancipation? Si tu me dis que les femmes marocaines sont émancipées sur le plan professionnel, éducationnel, je dirais oui. Si tu me dis sur le plan économique, je te dirais oui, mais voilà, c'est propre à chacun. Du coup, il ne faudra pas généraliser, lancer du jugement comme ça. Il faut vraiment creuser vraiment profondément en termes de terminologie pour qu'on puisse trouver justement un terrain commun et qu'on puisse parler de la même chose. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends pas mal d'opinions. Je suis quelque part choqué parce qu'on dirait que voilà, on est en Afghanistan, alors que c'est tout à fait. Non, c'est le contraire. Voilà, on a fait pas mal de progrès, notre société, et je suis fier de le dire, a fait pas mal de choses. Et là-dessus, je suis pas le seul à le dire, les grandes institutions internationales, l'Union européenne, le juge, voilà, on a fait pas mal de choses. Et voilà, certes, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il faut pas s'auto-flageller à dire non, on est à la ramasse, on est lamentable, on a accompli pas mal de choses. La preuve, voilà, il y a plein de demoiselles autour de nous, et puis au Maroc aussi, qui ont réalisé pas mal de choses. Du coup, il faut faire attention à la terminologie, puis à l'interprétation de chacun, à la lecture qu'on peut faire des religieux aussi, parce que voilà, c'est pas facile, c'est pas n'importe qui peut interpréter les textes religieux, c'est pas n'importe qui. Du coup, il faut faire attention, et j'estime que voilà, il faut pas être pessimiste. Certes, il reste pas mal de choses à faire, mais j'estime qu'on a fait un bon pas quand même. Du coup, il faut faire attention à la terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par l'émancipation? Effectivement, moi je pense que tu as raison, il y a eu des choses de faites, ça je l'ai rappelé au tout début. Je ne sais pas si tu étais là, je pense que j'ai rappelé qu'il y a eu des choses de faites, on va dans le bon sens, dans beaucoup de domaines, dans celui-là. Et la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on va au bon rythme? C'est ça la question. On va, mais je sais qu'on va dans le bon sens. Et le nôtre n'est pas forcément bon pour nous. Peut-être que Mademoiselle veut réagir sur
Justement, En fait, par rapport ce à qui est qui intéressant- c'est ça, est-ce qu'on va Ce qui est à notre intéressant niveau, dans pas par rapport à quoi? Dans ce que tu dis, c'est effectivement le fait de définir l'émancipation. Et je pense que le fait qu'il y ait des hommes autour de la table, c'est génial parce que ça permet vraiment d'échanger avec vous. Mais pour moi, la première personne à qui il faut poser la question sur ce sujet, c'est bien la femme. Et c'est la seule personne qui peut dire comment elle se sent au Maroc et ici. Pour moi, la femme aujourd'hui, la femme marocaine, elle peut être émancipée à plusieurs niveaux. Professionnelle, oui, elle le fait, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de barrières, beaucoup de freins, mais qui existent aussi ailleurs, et même en France. La femme marocaine n'est pas émancipée, et je le rappelais tout à l'heure, sur sa féminité, sur sa sexualité. Aujourd'hui, une femme marocaine qui est célibataire, elle ne peut pas habiter seule. Pour vous, est-ce que c'est normal? J'ai pas connaissance qu'elle peut pas habiter Elle ne seule. peut pas habiter seule. C'est C'est pas officiellement, c'est pas écrit sur un papier, mais le poids de la société fait que elle ne pourra pas habiter seule. Plus rarement que les garçons. Extrêmement rarement, quand bien même sa famille est très ouverte et très émancipée, ce n'est pas possible. Elle le fera peut-être, elle se cachera. Une femme marocaine célibataire, elle ne peut pas avoir de relations, et je ne parle pas forcément de relations sexuelles, libres. Pour moi, ça fait partie de l'émancipation de la femme, en fait, tout simplement. Parce qu'une femme, un homme a le droit de le faire, par contre. Il le fait librement, il l'assume et il n'est pas jugé. Une femme l'est. Ça, c'est un premier point qui définit une grande partie de l'émancipation, parce que pour moi, dans l'émancipation, il y a la liberté, il y a la notion de liberté. Et la liberté, c'est pas juste pouvoir gagner son argent, parce qu'on arrive à le faire aujourd'hui. On a fait des études, on a un travail, on a un salaire, c'est génial. Mais il y a un moment où on a d'autres besoins, en fait. Ça, c'est des besoins primaires, mais c'est la base. Et puis ensuite, il y a énormément de choses qui font que, selon moi, la femme marocaine, elle n'est pas émancipée. Et là où il faut se poser une question aussi, c'est quand tu as dit, oui, il y a plein de femmes autour de nous, elles ont l'air, en gros, elles ont l'air bien, elles ont l'air heureuses. Et il faut se poser la question aussi de pourquoi ces femmes, elles ne vivent pas au Maroc. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici, et je me sens mieux ici qu'au Maroc, pour certaines raisons. Et je pense que, en fait, là où les hommes doivent vraiment essayer de plus échanger avec les femmes et de les comprendre, c'est qu'en fait, vous n'aurez jamais la même perception que nous parce que vous n'êtes pas à notre place, en fait. Et du coup, il y a toujours un décalage parce que vous n'allez pas... Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et il y a des choses que vous avez l'impression qu'on exagère, alors que non, on n'exagère pas, en fait. Oui, on n'est pas en Afghanistan, mais on est dans un pays qui avance très vite sur plein de niveaux, économiquement, qui se rapproche de la France, de l'Espagne, et qui recule à plein d'autres niveaux. Et pour moi, c'est là où il y a un sujet, en fait. Parce que il y a un peu de schizophrénie dans tout ça. Merci pour ton intervention. Très bien. Du coup, il y a peut-être deux choses qui se dégagent de nos différentes interventions. On a parlé de religieux, de tradition, de culture, donc le mélange entre tout ça ne donne pas forcément quelque chose qui corresponde à toutes les femmes ou du moins qui leur permet de vivre dans un environnement qui soit convenable par rapport à leurs attentes. La deuxième question sur l'émancipation, il y en a qui sont d'accord que la femme marocaine est bien émancipée, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, c'est normal, c'est le principe. Donc ils disent que ça dépend sur quel niveau, ça dépend, il faut peut-être définir l'émancipation, vous avez raison. La question est trop large, peut-être qu'il faut plutôt préciser. Quand on parle d'émancipation, c'est à quel niveau? Est-ce qu'on parle de niveau religieux, sexuel ou autre? C'est un des oxymores que j'ai mis dans mon phrase. Moi, je voudrais vous poser une question sur un autre aspect qui est à mon avis très intéressant, c'est le marché du travail. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup ici à être dans le marché du travail français, certes. Peut-être que vous avez fait des stages, vous avez travaillé au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une réelle égalité dans le marché du travail au Maroc? Comme un métier d'architecte, par exemple, je prends le métier d'architecte, si vous connaissez. Donc en gros, étant femme et futur architecte, dans un milieu, malheureusement, même en France, hein, genre c'est pas qu'au Maroc, mais le Maroc c'est encore pire, la femme n'a pas sa place dans le bâtiment. C'est-à-dire, dès qu'on est rentré, on a les ouvriers qui limitent, on a peur de descendre à la cave parce qu'on va se faire violer. Ouais. Donc, et dans un autre sens, c'est qu'on est toujours là
à vouloir prouver, même si on a même des fois plusieurs capacités que notre supérieur qui est un homme, et on est toujours là à faire plus pour limite être reconnu autant que femme capable de fournir la même chose que cet homme, alors que des fois on fournit plus. La preuve, c'est que quand on est en classe, je suppose que vous avez tous vécu ce cas, quand vous étiez en classe, en lycée ou ailleurs, vous avez la plupart des filles, les premières de la classe, elles étaient des filles, hein, elles n'étaient pas des hommes. Il y avait, je crois, j'avais lu ça, mais j'ai pas envie de dire une connerie, que la plupart des premiers de la classe étaient des femmes, des filles. Donc, je me demande comment ça se fait que, où sont passées ces filles déjà à la base, et comment ça se fait que à la tête de chaque, les PDG et autres, la plupart sont des hommes, et où sont passées les premières de la classe, dans un sens. Et dans un sens, pour moi, ça reste toujours une question où on se sent, étant architecte, soi-disant, un problème. Est-ce qu'on ne peut pas être libre? Parce que déjà, pour aller dans un chantier, on ne peut pas y aller en... Faut vraiment limite mettre là-bas et aller quoi, genre... Bon, j'exagère, mais bon, dans un sens, c'est ça. Pour ne pas attirer l'attention, même si on n'est pas nu, mais pour ne pas attirer l'attention sur son corps, pour ne pas attirer cet ouvrier qui va venir peut-être nous agresser ou autre. Et même en parlant, des fois, il y a des hommes, quand vous prouvez quelque chose, bah pour eux, non, cette fille, parce que vous êtes une fille, ce que vous dites, c'est de la merde. Donc voilà. Et pour moi, merci beaucoup. Oui, donc en fait, tu as posé la question de la méritocratie, tout simplement. Est-ce que je mérite la place que j'ai, étant donné les efforts que je fais, les compétences que j'ai? Je pense que la question de la méritocratie se pose, mais pas forcément que sur le prisme du genre homme-femme. Elle se pose à tous les niveaux. Nous avons une société en général qui ne met pas en avant le mérite, qui met davantage en avant les connaissances, les connivences et les accointances, etc. Donc, c'est peut-être un autre sujet. Mais je ne pense pas que c'est exclusif vraiment à la femme. Malgré le fait que ça saute aux yeux, qu'au niveau des salaires pour un seul et même poste, en moyenne, la femme est moins bien rémunérée et il y a moins de femmes, etc. Je voulais juste revenir rapidement sur la question, le triptyque, tradition, culture, religion. Une culture peut évoluer avec le temps, au même titre que la tradition. Une tradition se crée, se perpétue, donc la tradition peut aussi évoluer. La religion, elle, est les porteuses de valeurs qui sont censées être éternelles, ou en tout cas perdurer dans le temps. Je pense que c'est là vraiment la différence, et c'est pourquoi je pense qu'il faut une relecture. Tout à l'heure, tu parlais de notre religion en disant que tout le monde ne pouvait pas interpréter. Moi, je dis pourquoi pas, cette liberté d'interprétation, bien sûr, en ayant les bonnes clés, pour bien comprendre aussi, bien entourer, mais c'est une liberté qui appartient à tout le monde de s'approprier sa religion, en l'occurrence l'islam, et d'essayer de réfléchir et de se dire si l'esprit de ma religion à l'époque était de faire ça, c'était parce que c'était comme ça et qu'il y avait des problèmes qui étaient différents. Aujourd'hui, la société est différente. Il faut peut-être, pour rester fidèle aux valeurs, aux objectifs, changer les moyens. Pour prendre l'exemple du voile. Le voile, lorsqu'il a été recommandé, c'était pour protéger les femmes. Voilà, pour les protéger à l'époque, pour qu'elles ne soient pas violées, etc. Imaginons une seule seconde une société où toutes les femmes voilées étaient justement, où toutes les femmes voilées sont justement victimes de beaucoup de maux. Aujourd'hui en France déjà, elles souffrent déjà d'une polémique médiatisée, etc. Si on se fie à ce raisonnement-là, pour protéger cette femme, peut-être ne devrait-elle pas enlever ce voile? Justement, en l'enlevant, est-ce qu'il ne serait pas plus en sécurité? C'est un débat, parce que finalement, est-ce qu'on colle à l'objectif ou au moyen, à la finalité ou au moyen d'y parvenir? Et là, c'est un débat religieux, je pense. Mais je pense que tout le monde devrait se l'approprier et essayer justement de sensibiliser, parce que la majorité des gens, finalement, ont l'impression de trahir leur religion ou leur valeur ancestrale lorsqu'ils s'autorisent ou elles s'autorisent à penser différemment. Et je pense que c'est là où nous devons faire une relecture, qui n'est pas une trahison, qui est une réinterprétation avec des yeux nouveaux par rapport à un contexte nouveau et une société nouvelle qui a changé. Des besoins. Les femmes n'ont pas les mêmes besoins aujourd'hui qu'à l'époque.
pour revenir au terme émancipation, mais même étymologiquement, s'émanciper, c'est se libérer. Donc émancipation de quoi? De tout ce qui freine. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel au sein de la famille, ou avec le conjoint, ou même à d'autres niveaux. L'émancipation, elle ne peut malheureusement être totale aujourd'hui tel qu'on le voit, mais même pour l'homme, c'est peut-être un autre débat. Il peut souffrir aussi justement de ne pas, dans certains cas, beaucoup plus rares certainement, mais de ne pas pouvoir prétendre à certains postes simplement parce que il a une concurrente qui s'est montrée, elle, peut-être qui a montré quelques atouts qui lui sont propres à son supérieur, et donc qui a pu obtenir ce poste au détriment du mérite de l'homme, etc. Donc c'est un effet miroir, mais peut-être que ce qui change, c'est les proportions, et c'est là où je te rejoins quand tu parlais des femmes qui ne sont pas reconnues à leur juste mérite. Il y a des choses qui reviennent souvent, c'est j'ai l'impression qu'il y a une certaine confusion de temps en temps sur la religion et sur ce que c'est, entre le fait que, à mon sens, enfin je ne suis pas religieux, mais la religion c'est quand même quelque chose de très intime, que c'est vraiment, même plus que privé, c'est intime, c'est intérieur à la personne même, et que ça a souvent tendance, bien sûr c'est une religion, donc évidemment c'est quelque chose qui regroupe les personnes, mais même au sein de cette religion, j'ai l'impression que ça déborde de la personne et souvent que ça crée des conflits à cause de ça. Que non seulement ça sort du domaine de l'intime, et donc naturellement ça va être dans le domaine du privé, et vu que c'est dans le domaine du privé, naturellement ça va essayer de sortir dans le domaine du public. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de temps en temps sur ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'histoire du voile qui est pareil, pour un détail, c'est juste que en France, théoriquement, les signes extérieurs de religion sont censés être proscrits. Après, c'est à savoir comment est-ce qu'on considère certaines choses. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'est souvent surtout une histoire à faire couler dedans. Parce que comme avait dit je ne sais plus quel journaliste, si on avait mis une burqa à la pauvreté, il y aurait beaucoup moins de pauvres en France. Merci beaucoup, quelqu'un d'autre? C'est juste par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la religion, et c'est vrai, je suis d'accord, les temps ont changé, il faut adapter la religion par rapport à notre environnement, par rapport à notre aussi environnement professionnel, mais là où je suis pas d'accord, c'est que ok, chacun s'approprie sa religion comme il veut, et il adapte à sa vie, mais après le voile reste quand même un choix. Si la personne se sent à l'aise, elle est bien en portant le voile, je ne vois aucun problème de le porter et de l'assumer surtout. Parce que certes, on est dans un état ou dans une société laïque, on respecte la loi, mais après, comme vous avez dit, ça reste vraiment intime et personnel à chacun. On ne peut pas demander à une personne d'enlever son voile, c'est juste parce qu'elle ne doit pas externaliser ça ou elle doit le garder pour elle-même. Certes, elle pratique sa religion dans son coin, elle fait du mal à personne, mais en même temps, je vois pas l'intérêt pourquoi on va lui dire non, enlève ton voile ou ça limite ta liberté ou quoi. C'était plutôt là. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste un petit truc à dire rapidement. Je déborde un peu du sujet parce que la question de base c'était quand même le marché du travail. Là on parle du voile, on parle de la religion. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet du marché du travail? Peut-être qu'il y a un lien en fait entre la religion, la culture et le marché du travail. Même si en fait on ne répond pas directement pour parler du marché du travail, mais au final les points convergent. Parce que par exemple, une fille voilée, moi j'ai pas mal de copines qui portent le voile, elles ont du mal à trouver un travail. Ça a été dit directement par une RH, je suis désolée, votre profil est parfaitement correspond ici en France. Et en fait, je pense le pire que ce soit au Maroc. J'ai des copines qui témoignent et me disent j'ai des difficultés à trouver un travail au Maroc ou en France. Donc je ne vois pas la peine de rentrer au Maroc si je trouve les mêmes difficultés en termes de portée de voile. Surtout c'est vrai, que ce soit dans le secteur de luxe ou même du marketing ou même le secteur bancaire même, je pense qu'on aura vraiment, qu'il y a vraiment une vraie difficulté pour accepter les femmes voilées ou avec des signes religieux. Oui, ici une question. Oui. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est dans tous les domaines ou justement Dans certains domaines, je suis certaine que
les filles voilées ne sont pas forcément les bienvenues, je suis certaine. Pas mal de Ouais. Oui. Un des deux. Par rapport au marché du travail, moi je pense au Maroc, à ma connaissance, il n'y a pas de loi qui dit bon les femmes doivent gagner moins que les hommes ou quelque chose comme ça. Donc, En France, non, en France. oui, même donc le problème est le même. Et même des fois on peut trouver que ce soit en France ou au Maroc, des femmes qui peuvent gagner beaucoup plus. Tout dépend comment on a négocié, hein. C'est un problème qui se pose aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc moi je ne comprends même pas la question en disant oui généralement, peut-être que d'un point de vue statistique c'est démontré, mais dans la fonction publique marocaine, vous êtes à tel grade, telle échelle 11, tel grade, vous êtes touché tant avec une prime de temps. Il n'y a pas parce que vous êtes femme, vous avez une décote de 30%. Donc déjà, après c'est vrai, il y a le regard de la société qui a un regard, on va dire, machiste ou quelque chose, mais ça on peut pas, il faut changer la mentalité de tout le monde, donc il faut arrêter de dire que non, c'est en fait, c'est une mentalité et ça on peut pas changer en généralisant parce que les gens ils grandissent dans un milieu et donc en fonction de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, ils le changent. Donc en fait on a les mêmes problèmes qu'en France et qu'au Maroc. Et par rapport au voile, je sais qu'au Maroc, il y a des sociétés, si c'est des femmes voilées, ils ne les acceptent pas. Hein. C'est le même problème qu'en France. Et je dirais par rapport au problème de la laïcité que tu disais, il ne faut pas montrer le signe ostentatoire. En fait, il y a une mauvaise compréhension de la laïcité. La laïcité, en fait, c'est juste que l'État soit séparé de la religion, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un prisme religieux sur l'appareil étatique, mais on est libre de pratiquer ou pas de religion. Et cette histoire d'enlever les signes ostentatoires est même en contradiction avec la laïcité et même avec la déclaration des droits de l'homme qui dit chacun est libre de croire en ce qu'il veut et de pratiquer ce qu'il veut. Donc c'est juste les médias français qui nous ont retourné la condition, oui, qui ramène tout le temps cette histoire qui insulte en quelque sorte la femme en la réduisant au voile. Donc c'est vraiment grave. Merci, ça m'a bien compris. Oui, sur le marché du travail. Oui, sur le marché du travail et sur la dernière question que vous avez parlé par rapport au recrutement. En fait, j'aimerais bien, j'ai beaucoup aimé la phrase qui a dit il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que les gens, les recruteurs recrutent une femme ou une autre parce que celle-là, elle porte le voile et l'autre, elle porte pas le voile. Non, c'est pas ça. C'est question d'homogénéité. Moi, je suis un patron, je suis un recruteur, je suis un patron d'une boîte, je veux recruter une personne, je vais choisir la personne qui sera adéquate avec mes principes, avec ma société. Si par exemple, moi, dans la société, on fait tout le temps des fêtes et il y a tout le temps l'alcool sur la table, je ne vais pas forcément recruter une femme avec le voile parce qu'un jour, elle va me dire non, je ne vais pas faire la fête avec vous, non, je n'assisterai pas à une telle réunion parce qu'il y a de l'alcool sur la table, elle va me faire non. Donc, dès le début, je ne vais pas la recruter. Je dis pas que si je suis de l'autre côté, je suis quelqu'un qui fait la prière et tout ça, je ne vais peut-être pas recruter avec une femme qui vient tout le temps décolleté ou des choses comme ça. Ça dépend du contexte du recruteur. Donc les femmes doivent arrêter de dire que c'est ah non, c'est discrimination, ah non. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut. Excusez-moi, je n'ai pas encore fini. Merci. C'est tout à fait normal. Les recruteurs ou les patrons de la boîte, ils vont recruter une bonne personne qui sera adéquate avec la politique de la société. En termes de compétences, en termes de compétences, parce que les compétences, si on ne se sent pas bien dans la société, on ne peut pas produire.
Si on ne se sent pas bien dans la société, on ne peut pas produire. Je ne vais pas recruter une personne qui ne va pas produire. Je ne vais pas recruter une personne qui ne va pas produire chez moi. Elle ne va pas produire. Si elle n'a pas les compétences pour le faire. Oui, parce qu'elle ne va pas se sentir bien. On va faire 2 autres interventions, ensuite on prend une pause. On abordera 2 derniers sujets. Et puis une journée sera finie. 2 autres interventions. Quand on recrute des gens en fonction de leur conviction religieuse, il y a un terme que tu as utilisé au début qui dit... pas conviction religieuse. Tu as parlé d'homogénéité et c'est un mot extrêmement... Je l'entends de façon très péjorative parce que pour moi, je l'entends au sens où on va homogénéiser tout le monde. Et pour moi, là, la grande richesse de notre pays, c'est le fait qu'on va avoir des femmes voilées et des femmes non voilées. Et les deux sont censés se respecter et travailler ensemble. Et ça doit être une richesse. Toi, ce que tu veux, c'est en fait homogénéiser tout ça. Et pour moi, ça fait écho au nazisme. J'ai pas dit que je veux, j'ai dit c'est normal. C'est pas que je veux. Il a dit quelque chose que j'ai pas dit. J'ai pas dit ça. Pour moi, si une femme voilée, elle est capable d'être à un séminaire où il y a de l'alcool et s'amuser sans boire son verre d'alcool, et elle ne doit pas être dégoûtée et commencer à avoir une éruption de bouton parce qu'il y a un verre d'alcool devant elle. C'est tout. Et l'autre va boire son verre. Excusez-moi, je vais vous interrompre 2 secondes. Juste, j'ai envie de vous dire, depuis tout à l'heure, j'entends, on est là pour débattre la femme marocaine. Mais ce que j'entends, c'est que la femme marocaine est l'islam. Pourtant, la femme marocaine n'est pas musulmane. La femme marocaine, elle peut être juive, elle peut être marocaine, elle peut être musulmane, elle peut être athée. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous estimez que moi, étant marocaine, je suis cachetée tamponnée musulmane. Bon, je le suis, mais en gros, mais généralement, on n'est pas obligé d'être musulmane en étant marocaine. Ce que vous dites aujourd'hui est juste choquant. Parce que moi, par exemple, si je viens postuler pour un truc, j'ai pas envie qu'on voit mon corps ni mon visage. C'est mon cerveau que je viens évaluer dans votre poste. Je viens pas dire non, moi je suis plus sortie, je suis plus machin. Vous voyez, vous catégorisez les choses. Non, je suis femme marocaine en général. Je ne suis ni musulmane, ni juive, ni athée, ni autre. Je suis femme, je suis comme vous. Je suis ton égale. C'est tout. Je suis une candidate avant d'être femme ou pas femme ou homme. Je voudrais faire le lien entre ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'univers de l'architecture et ce qu'a dit le monsieur. Je voulais faire un lien entre ce qu'a dit. Je voulais faire un lien entre ce que vous avez dit par rapport à la façon de recruter une femme voilée parce qu'il n'y a pas d'alcool. Excusez-moi, mais après j'ai besoin de moi aussi de répondre. Mais non, parce que tout le monde a parlé. J'ai besoin de... Je te donne la parole. Merci. En fait, vous avez parlé du marché du travail au Maroc. Ça voudrait dire que, premièrement, moi je pense que ça se voit, je suis voilée. C'est pas parce qu'il y a de l'alcool sur une table que je vais dire moi j'ai toute la pièce, mais ça c'est... Et ensuite, par rapport à ce qu'elle a dit, donc ça partirait dans le même sens. C'est un univers d'hommes, il y aura trop d'hommes, j'ai pas envie qu'elle se sente mal à l'aise, donc je vais pas la recruter. Donc je pense qu'il y a ça aussi au Maroc. Je pense qu'il y a comme un peu une stigmatisation, on met les gens dans des cases, on se met des œillères, on regarde pas les choses en face, alors que cette femme qui va venir ici travailler avec des architectes, peut-être qu'elle va apporter une autre façon de voir les choses, une vision non masculine. Et aussi, je pense aussi, je suis d'accord avec vous, c'est de la discrimination pure, ce que vous avez décrit. C'est bien juste un droit de réponse. Oui, parce qu'il y a 3 personnes là qui ont parlé. 4 filles, brièvement. La première des choses, je ne suis pas recruteur. Voilà. Donc attendez. Non, mais attendez, je n'ai pas encore fini. Voilà. Attendez, la première des choses, je ne suis pas un recruteur. La deuxième des choses, j'ai parlé de 2 côtés. J'ai parlé aussi d'un musulman, peut-être d'un islamiste qui est plus ou moins l'islam radical, qui a une boîte ou un truc. C'est sûr, il ne va pas recruter une femme sans voile. C'est plus ou moins sûr. J'ai déjà vécu l'expérience, je connais des gens, des femmes. Donc les femmes, moi ce que je dis, les femmes, quand elles rencontrent des situations comme ça, elles disent « Oh non, mais c'est peut-être de la discrimination, ah non, mais c'est pas possible ». Mais il faut arrêter parce que c'est tout à fait normal. Parce qu'une femme croyante, il y a dans le texte, une femme qui assiste dans une table
qui assiste à une réunion, je sais pas quoi, entre l'alcool, c'est comme elle a bu, il y en a 10 ou je me rappelle 11 ou 12, je sais pas combien. Donc attendez. Donc c'est normal qu'à un certain moment il y aura des problèmes, des amalgames, donc des choses qui ça marche pas. Donc au début, il faut clarifier les choses. Marocaine, que ce soit au Maroc ou en France, et c'est un sujet de la femme en général. Parce que même une Française, je ne sais pas quoi, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc je pense au lieu... Bon, on ne va pas changer le sujet de la réunion, mais ce n'est pas la place de la femme marocaine, c'est la place de la femme tout court pour moi. Juste avant ça, je propose qu'on prenne une pause de 10 minutes. On se retrouve à -4 pour redémarrer sur un autre sujet. Ok? Tout le monde? On fume une cigarette, vous allez faire un petit peu.